Bonjour, bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Espagne, un pays qui fait figure d'exception sur la carte politique européenne. Tandis que nombre de ses voisins glissent vers la droite ou l'extrême droite, Madrid poursuit, à contre-courant, une voie ancrée à gauche. Hausse du salaire minimum, fiscalité plus progressive, investissement public et politique migratoire ouverte. Un paradoxe pour un pays encore marqué par les séquelles de la crise de 2008, qui fut l'un des plus touchés d'Europe par la récession et le chômage de masse. Et pourtant, en 2025, l'Espagne a affiché une croissance soutenue, une note de dette relevée et des avancées sociétales importantes, notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce modèle social progressiste, adossé à une économie encore fragile et très dépendante du tourisme, intrigue autant qu'il inspire. Alors, comment l'Espagne parvient-elle à tracer sa propre route ? Le modèle espagnol n'a-t-il que des qualités ? On en parle avec Juan José Dorado, journaliste espagnol, notamment pour le quotidien La Région et correspondant en France pour différentes chaînes de télévision et de radio. Bonjour monsieur. Buenos días, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais poursuivre en français. Excusez-moi, je suis un peu limitée côté espagnol. En 2025, l'Espagne a affiché une croissance de 2,6% et sa note de dette a été revue de A à A+. C'est assez rare que ça aille dans ce sens-là en Europe. Alors, est-ce qu'on peut parler de miracle économique espagnol ? Alors, miracle économique. Ce qui est certain, c'est que l'Espagne fait différemment que tous les autres pays. Il y a certainement quelque chose de miracle quand on compare, parce que effectivement, vous avez fait référence à cette croissance espagnole qui reste encore en 2025 la plus forte croissance d'un pays de l'Union européenne. C'était déjà le cas en 2024, largement devant tous les autres pays, même l'Allemagne, qui a été historiquement l'un des pays qui a le plus eu de croissance. Et c'est vrai aussi qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer ça, et donc c'est pour ça que parfois le terme miracle peut se comprendre, mais il peut aussi s'expliquer. Mais déjà parce que vous avez fait référence à la crise économique de 2004, 2008, voire 2011 en Espagne, qui a été très fortement touchée. Et l'Espagne donc revient de très loin. Donc, quand on est très loin, c'est vrai qu'on va plus vite que les autres. Et ça, c'est une explication. Mais ce n'est pas que la seule. Il y a aussi le fait, tout simplement, que depuis, notamment 2018, avec l'arrivée du Parti socialiste au gouvernement de Pedro Sánchez, après une motion de censure, la politique espagnole a complètement changé sur un certain nombre des dossiers, des thèmes, des paramètres, a complètement changé. Et notamment, il y a eu l'investissement public qui a été très important. Mais cet investissement public a été aussi alimenté par l'investissement européen, puisque, vous le savez, il y a eu le fonds des Next Generation de l'Union européenne, dont l'Espagne est le deuxième bénéficiaire après l'Italie, et donc l'Espagne a touché près de 80 milliards de ce fonds, et on peut dire qu'ils ont été bien utilisés quand on compare peut-être avec d'autres pays. Donc, miracle, oui, certainement quand on compare, mais c'est un miracle qui peut être expliqué. Vous évoquez Pedro Sánchez et sa politique socialiste. Comment est-ce qu'on peut expliquer, comprendre que l'Espagne ait réussi à reconstruire un modèle économique et social porté par la gauche, qui va vers la gauche, quand d'autres pays européens prennent ou ont pris le chemin inverse depuis déjà plusieurs années ? Il faut lire ça aussi en politique intérieure. Comme je vous disais, Pedro Sánchez arrive en 2018 après une motion de censure. C'est un gouvernement de droite qui tombe, et donc c'est un nouveau gouvernement qui arrive de gauche, mais une gauche en coalition avec la gauche radicale. C'est-à-dire, à l'époque, Podemos avec le Parti socialiste, c'est comme si en France, vous aviez le Parti socialiste au gouvernement avec LFI. C'est exactement la même chose. Donc, forcément, la politique espagnole était une politique en rupture par rapport à Mariano Rajoy, qui était le président conservateur. Donc ça, c'est la première chose, et donc il y a eu énormément de mesures sociales qui ont été prises, mais parce que le gouvernement était obligé, de par la coalition de gouvernement à laquelle il appartenait. Et ça, c'est la première des choses. Et c'est vrai que l'Espagne avait vécu des moments très compliqués économiquement. Il y a eu une récession, il y a eu aussi des moments de crise économique très forte où l'Espagne a été fortement impactée. Et donc, il fallait accompagner les Espagnols. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des mesures très importantes qui vont à l'encontre de ce qui s'est fait en Europe. Vous savez, entre 2018 et 2025, le gouvernement socialiste a augmenté le SMIC de 61%. Alors, si vous dites ça en France, vous dites, mais comment on va augmenter de 61% le SMIC ? L'Espagne, le gouvernement socialiste a misé sur le fait d'augmenter le SMIC 61% depuis 2018. Et en fait, on a vu que ça n'avait pas d'impact sur la croissance espagnole. Et puis, il y a eu d'autres mesures sociales qui ont été prises, que ce soit
pour la réforme du marché du travail, qui était très libérale du côté espagnol. On a commencé à limiter les licenciements et on a mis beaucoup plus de problèmes justement à licencier. On a créé des nouveaux types de contrats pour les travailleurs et pour les employeurs, de façon que ça soit plus agile, plus rapide à pouvoir avoir des nouveaux travailleurs. Mais aussi, on a revu la fiscalité qui était imposée aux entreprises. Donc, il y a eu des mesures sociales, mais pas que des mesures sociales, il y a eu aussi des mesures économiques qui ont été au bénéfice des entreprises. Donc, tout ça, effectivement, a fait que l'Espagne a pris un chemin qui n'était pas celui qu'avaient pris d'autres pays, comme notamment la France, voire l'Allemagne ou les pays du centre de l'Europe. C'est l'une des différences, effectivement, par rapport à eux. Mais n'oublions pas que l'Espagne n'est pas le seul pays d'Europe du Sud, puisque le Portugal, quelque part, a fait un peu près pareil. Et n'oublions pas non plus l'Italie, dont on voit aujourd'hui qu'il y a quand même des avancées dans ce sens depuis quelques années. Avancées économiques, avancées sociales, avancées sociétales aussi en Espagne ces derniers temps. Je le mentionnais en introduction. Le pays s'est beaucoup démarqué en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une thématique qui intéresse beaucoup ici en France parce qu'on voit ce que l'Espagne arrive à faire de plus en matière juridique, en matière de condamnation. C'est un des thèmes sur lesquels le pays se démarque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, la lutte de l'Espagne contre les violences faites aux femmes n'est pas arrivée avec le gouvernement de Pedro Sánchez. Elle est arrivée à partir de l'année 1999, où un fait divers a commotionné tout le pays. Une femme âgée, 67, 68 ans, retraitée, séparée de son mari, s'est fait brûler par son ex-mari devant chez elle et devant sa petite fille. Et à ce moment-là, la société espagnole s'est révoltée. On ne pouvait pas continuer comme ça. On voyait tous les ans tomber les chiffres des féminicides en Espagne et on était à 150, 200 féminicides par an. C'était impossible. Et à partir de cette date, la société a obligé le gouvernement de l'époque à prendre des mesures. Les mesures, ça a été un changement du code pénal, un changement des procédures pour aider les femmes victimes des violences. Et tout ça a abouti en 2004 au fait que le Parlement espagnol, à l'unanimité, a voté un plan de lutte contre la violence faite aux femmes. Un plan à l'unanimité, voté par tous les partis. Et c'est à partir de là où la politique espagnole a vraiment changé. Donc il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Le dernier plan qui était en vigueur, c'était 2023-2026. Ce plan-là, c'est près de 23 milliards. 23 milliards. C'est énorme. Alors, nous, on n'est plus dans la lutte contre la violence faite aux femmes. On n'est plus à ce stade-là. Parce qu'on a commencé il y a 25 ans. Donc, on est au stade où, maintenant, on a formé des policiers, on a créé des juridictions spéciales pour accélérer justement tous ces dossiers. On a formé les professeurs, on a formé les élèves, puisqu'il y a eu des matières qui sont entrées dans les classes, justement pour expliquer ce que c'est l'égalité et la violence faite aux femmes. Donc tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, on est dans un plan transversal où on s'est dit, ben voilà, maintenant, il faut avancer sur plusieurs solutions juridiques. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, il y a un logiciel qui est commun à toutes les administrations et qui permet tout de suite de savoir si une femme a été victime de violences, quelles ont été les mesures qui ont été prises, qui les a prises, quand elles ont été prises et ce qui reste à faire. Donc voilà, ça, on a avancé sur ce type d'action, on a avancé sur la partie juridique puisque les personnes condamnées par des violences faites aux femmes sont condamnées assez rapidement et assez lourdement. D'ailleurs, quand vous voyez le nombre de féminicides en Espagne, on est pratiquement à 50% de moins qu'en France. Donc ce sont des chiffres quand vous comparez à d'autres pays qui sont quand même encore très lourdes, mais quand même beaucoup moins que dans d'autres pays. Et on est avancé sur des choses très simples. Par exemple, la formation des taxistes. Ben oui, vous êtes taxiste, vous prenez une femme à 3 heures du matin, vous la ramenez chez elle, vous ne laissez pas qu'elle descende et vous partez en courant. Non, mais vous attendez qu'elle rentre à l'intérieur de son immeuble. Par exemple, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Et puis, vous formez, je vous l'ai dit, vous formez aussi les professeurs et vous formez les élèves parce que depuis la maternelle, on apprend aux enfants ce que c'est l'égalité. Bien sûr, adapté à leur âge, mais ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, tout ça, c'est là où l'Espagne aujourd'hui avance peut-être plus rapide que les autres, mais tout simplement parce que ça fait 26 ans
qu'on travaille sur ce dossier. Travail de longue haleine qui a été pris à la racine. Quand on vous écoute, Juan José Dorado, que ce soit donc sur cette thématique-là dernière dont on vient de parler ou sur tout le reste, on se dit que ça a l'air idyllique en Espagne, que vraiment tout marche super bien, qu'une politique de gauche, ça fonctionne, qu'il y a de l'argent. Enfin, voilà, tout ça, c'est super. Et est-ce qu'il y a quand même des limites à ce modèle espagnol? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien dans le pays? Bien sûr, il y a des choses qui fonctionnent moins bien dans le pays. Alors, sur la partie économique dont on a parlé tout à l'heure, il faut savoir aujourd'hui que l'Espagne, ce miracle espagnol, ce miracle économique espagnol, quand vous regardez les chiffres macroéconomiques, vous vous rendez compte que l'Espagne est le pays de l'Union européenne qui a le plus fort taux de chômage. Donc, l'Espagne aujourd'hui est à 10,4. Même la Grèce fait mieux que nous. La Grèce, dont on a tellement parlé, la Grèce fait mieux que nous au niveau du chômage. La France, bien sûr, puisqu'elle est à 7,7. Donc, on a 3 points de plus que la France. L'Espagne reste avec le taux de chômage le plus important en Europe, de façon générale, mais aussi par rapport au moins des 25 ans. Aujourd'hui, le taux de chômage en Espagne pour les moins des 25 ans, c'est des 25%. Alors, en France, c'est 21%. Mais près des chiffres, on voit que chez les jeunes hommes, donc moins des 25 ans, c'est à 26 et quelques. Donc, le taux de chômage en Espagne reste très important. Et ce n'est pas si idyllique non plus la situation du logement en Espagne. C'est vrai que les socialistes, quand ils sont arrivés, avaient promis de construire des logements sociaux. Ben, la réalité, c'est que ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, vous avez, je me permets cette expression que certains connaîtront, vous avez énormément des milliers de tanguis en Espagne, des gens qui ont 30 ans et qui ne peuvent pas partir de chez eux parce qu'ils ne peuvent pas accéder au marché locatif, parce qu'il y a très peu et c'est très cher. Et je ne vous dis pas accéder à l'achat d'un logement. C'est pratiquement impossible en Espagne. Donc, il y a des points noirs côté économique. C'est une réalité. N'oublions pas qu'il n'y a pas très longtemps, lors de la crise énergétique de ces dernières années, l'Espagne a dû bénéficier, avec le Portugal aussi, de ce qu'on a appelé donc des tarifs réglementés très particuliers, plus bas que pour le reste des pays européens, parce que l'Espagne étant très dépendante de l'électricité, les Espagnols avaient du mal à payer. Donc on a eu des tarifs, des dérogations européennes pour avoir des tarifs beaucoup plus basses que le reste des pays européens. L'Espagne a eu besoin, à ces moments-là, après le Covid, d'imposer une TVA à 0% pour les produits de première nécessité. C'est quelque chose dont on a parlé en France, mais on ne l'a pas fait. Mais l'Espagne a été obligée d'aller à 0% sur un certain nombre de produits au niveau de la TVA parce que c'était très compliqué de vivre le quotidien espagnol. Donc il y a encore des zones d'ombre, bien sûr, mais sur lesquelles il va falloir avancer. L'extrême droite progresse aussi, le parti Vox quand même gagne un peu du terrain. Est-ce qu'il prospère justement peut-être sur ce chômage encore important? C'est un de ses axes de bataille. Alors l'extrême droite espagnole continue à progresser, même si lors des dernières élections en 2023, sa représentation au Parlement national a descendu parce qu'ils étaient à 15%, ils sont descendus à 12%. Mais entre 2023 et 2026, on a vu lors des dernières élections régionales qu'il commence à remonter. Donc le dernier sondage que j'ai en tête d'il y a à peu près une quinzaine de jours, c'était 18%, ce qui fait quand même une augmentation assez importante par rapport aux 12% qu'il a au Parlement aujourd'hui. Alors, l'axe n'est pas la question vraiment économique. L'axe, c'est plutôt la lutte contre la corruption. Vous savez que politiquement, aujourd'hui en Espagne, le pays est très instable. C'est un gouvernement en coalition et en minorité qui n'arrive pas à faire approuver des lois. Donc, ils doivent passer par des décrets-lois pour pouvoir continuer à gouverner, mais la plupart des lois n'arrivent pas à passer. Il y a un exemple qui nous touche en France très directement. En 2023, l'Espagne et la France ont signé le traité d'amitié franco-espagnol, qui était à l'époque, je crois, le 3e traité d'amitié que signait la France. Il a été approuvé par la France, ratifié par la France. L'Espagne ne l'a pas encore ratifié. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a amené ça au Parlement. Et le Parlement a dit non, je ne le ratifie pas. Donc, vous voyez, dans le quotidien, le gouvernement n'arrive pas à faire passer des lois autres que par des décrets-lois. Donc, il y a une crise politique qui est réelle. Et puis, il y a quelque part aussi une crise sociale. Je vous ai parlé de la crise économique, mais il y a un certain nombre de lois qui ont créé en Espagne dès le mois. Vous savez que, justement, en parlant de la violence faite aux femmes, il y a une loi qui s'est appelée Oui et Oui, Si et Si, en espagnol, par rapport justement à la considération du viol des femmes. Il faut le consentement explicite qui a été adopté par la suite en France, mais qui était déjà adopté en Espagne, en Belgique, etc. Cette loi, la première version de cette loi, qui a été très critiquée, a été approuvée par le gouvernement. Les critiques disaient à l'époque, et notamment l'extrême droite, cette loi est très mauvaise parce que vous allez mettre des violeurs et des agresseurs sexuels à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement l'a approuvée.
Et il y a eu plus d'une centaine de violeurs qui ont été mis à la rue et près d'un millier d'agresseurs sexuels qui étaient condamnés et qui ont vu leur peine réduite. Ce qui a obligé le gouvernement à modifier la loi. Et on a vu un gouvernement dont la moitié des ministres votaient contre sa propre loi. Donc pourquoi ? Donc il y a des problèmes. Et ce type de problèmes, plus la question catalane, font qu'aujourd'hui l'extrême droite monte beaucoup en Espagne, je vous disais à 18%. Récemment, il y a à peu près une quinzaine de jours, le gouvernement a négocié un nouveau plan de financement des gouvernements autonomes. Vous savez, l'Espagne étant un pays extrêmement décentralisé, les gouvernements autonomes ont énormément de pouvoir, énormément d'argent, et donc ils vont s'en recevoir beaucoup plus. Mais il l'a négocié avec les Catalans, uniquement qu'avec les Catalans. Et le reste de l'Espagne ne le veut pas. Et c'est Vox-là qui capitalise effectivement ce mécontentement contre le gouvernement parce qu'on considère, beaucoup d'Espagnols considèrent que ce gouvernement s'est vendu, entre guillemets, aux Catalans juste pour pouvoir continuer à gouverner, sachant qu'effectivement, encore une fois, l'Espagne est un gouvernement minoritaire et en coalition. Donc, pour faire approuver des lois, c'est extrêmement compliqué. Il y a un dernier axe que j'aimerais qu'on explore ensemble, Juan José Dorado, c'est en matière de politique internationale. Là aussi, l'Espagne se démarque. C'est par exemple un des premiers pays européens à avoir reconnu la Palestine. L'Espagne est un soutien financier important et marqué à l'Ukraine depuis plusieurs années déjà. Et puis là, on l'a vu plus récemment avec l'intervention américaine au Venezuela. Pedro Sánchez a eu des mots très forts et absolument non équivoques pour condamner l'action de Donald Trump. C'était beaucoup plus puissant que ce qu'on a pu entendre d'autres responsables européens comme Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron. Donc là aussi, ligne de démarcation espagnole, comment est-ce qu'on peut la comprendre et est-ce que les Espagnols sont contents, sont fiers de ce que leur gouvernement affiche en matière internationale ? Sur la plupart des sujets, les Espagnols appuient son gouvernement. On va aller sur ceux dont tout le monde est d'accord. L'appui à la Palestine, effectivement l'Espagne. Tout le monde a en tête les images du dernier Tour d'Espagne en septembre dernier, dont la dernière étape a été supprimée, n'a pas pu se terminer parce qu'il y a eu des manifestations qui étaient autorisées. Et ça, il faut le dire, c'est le gouvernement qui avait autorisé les manifestations. Il n'avait pas prévu le débordement, mais elles étaient autorisées sur le parcours, ce qui est quand même... Bon, cela dit, donc oui. Alors ça s'explique parce que l'Espagne a toujours été très proche des questions palestiniennes. N'oublions pas qu'il y a eu la conférence de Madrid dans les années 90. Qui s'est passé à Madrid entre Israël, les États-Unis et un certain nombre de pays européens et la Palestine et les Palestiniens. Yasser Arafat est venu à plusieurs reprises du côté espagnol. Donc l'Espagne a toujours été très proche. Alors être proche des Palestiniens ne veut pas dire que l'Espagne est antisémite. Parce que ça, c'est le cliché qu'on entend ces derniers mois sur le positionnement espagnol. Parce qu'on est pro-palestinien, on est antisémite. Mais ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Et donc, oui, la plupart des Espagnols appuient la politique en faveur des Palestiniens. Il y a quelques jours, le gouvernement espagnol a laissé entendre qu'il serait prêt à envoyer des troupes espagnoles en Palestine s'il y avait un accord de paix. Je ne parle pas de l'Ukraine, je parle de la Palestine. Parce que là, on pensait qu'il avait parlé de l'Ukraine, il a parlé de la Palestine. Donc, on est prêt à envoyer des troupes, même espagnoles, en Palestine pour assurer un accord de paix. Donc, sur ce sujet, l'unanimité, hormis l'extrême droite qui est contre, grosso modo, en Espagne, la société est pour. Après, il y a le cas de l'Ukraine, vous avez fait référence. Alors, le cas de l'Ukraine, c'est très particulier parce que l'Espagne étant un gouvernement des coalitions ayant minoritaires, la partie minoritaire dans la gauche radicale ne voulait pas d'envoi d'armes ni d'envoi de quoi que ce soit en Ukraine depuis le début, depuis que la guerre et l'invasion russe a commencé. Il ne voulait pas. Le gouvernement a envoyé quand même quelques munitions, notamment c'était des munitions, mais pas de l'armement lourd. Par la suite, l'Espagne, vous savez, il a été mis au banc, entre guillemets, puisque lors du dernier sommet de l'OTAN aux Pays-Bas, l'Espagne a dit qu'il n'allait pas appliquer le 5% de défense du PIB en investissement de matériel de défense. Bon, l'Espagne a dit qu'il n'allait pas le faire, donc même au sein de l'OTAN, ça a posé des problèmes. Et nos relations avec les États-Unis se sont refroidies encore plus. Mais c'est pareil, les Espagnols considèrent qu'effectivement, il y a d'autres priorités aujourd'hui en Espagne qu'investir en défense. Ça, c'est une réalité, même si l'Espagne appuie depuis le début la Palestine. Le président espagnol était il y a une quinzaine de jours à Paris pour la coalition des volontaires qui s'était réunie autour d'Emmanuel Macron, mais il n'est pas dans le noyau dur.
Donc après, il y a la question vénézuélienne. Alors ça, c'est très particulier parce que les gouvernements de gauche ont été toujours très proches du Venezuela et notamment avant Maduro de Hugo Chávez. Ça, c'est une réalité. Et donc la gauche espagnole, de façon générale, socialistes et radicaux, ont toujours été effectivement pro-latino-américains et pro-Chavez, pro-Castro, pro tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que en Espagne aujourd'hui, l'attaque contre le Venezuela par les États-Unis, le fait que Nicolás Maduro ait été donc séquestré par les États-Unis, l'Espagne s'est rapidement démarquée et notamment le président du gouvernement a dit que c'était inconcevable et que c'était un précédent très dangereux pour les relations internationales parce que ça peut justifier tout après. Et ça, c'est une réalité. Même si l'Espagne n'a pas reconnu Nicolás Maduro lors des dernières élections, l'Espagne n'a jamais reconnu son gouvernement, même s'il continuait à avoir des relations avec eux, et que, il faut le savoir, la plus forte communauté vénézuélienne en Europe, elle est en Espagne. L'Espagne a flexibilisé les conditions pour pouvoir venir quand vous êtes vénézuélien, justement. Et aujourd'hui, il y a plus de 400 000 Vénézuéliens qui sont installés en Espagne. Je vous dis que la plupart, largement la plupart, sont contre Nicolás Maduro et contre la dictature vénézuélienne, même si le gouvernement, encore une fois, avait des très fortes relations avec le Venezuela. Donc c'est vrai, ce sont des positionnements qui différencient par rapport à d'autres pays, mais est-ce qu'on est suivi? Pas vraiment. Par contre, il y a un dernier sujet où l'Espagne est complètement contre l'actuation internationale du gouvernement, c'est la reconnaissance du Sahara en tant que partie du Maroc, ce qui a complètement changé la politique espagnole des 50 dernières années. Vous savez, l'Espagne était au Sahara, elle est partie au milieu des années 70 du Sahara. Les Nations Unies ont dit il faut faire un référendum qui n'a jamais été organisé parce que le Maroc était contre. La position de l'Espagne était ça. Donc, il faut un référendum au Sahara. Et du jour au lendemain, le gouvernement Sanchez a décidé que le Sahara, il reconnaissait le Sahara en tant que partie du Maroc. Et là, par contre, l'ensemble des Espagnols, la grande majorité des Espagnols, sont contre cette politique du gouvernement Sanchez. Donc, des clairs et obscurs dans la politique internationale, même si sur la Palestine, l'Ukraine ou le Venezuela, c'est vrai qu'on s'est démarqué par rapport à d'autres pays. Des clairs-obscurs en matière internationale, des grosses avancées sociales, sociétales, une économie qui trace bien sa route jusque quand on l'observera de près. Peut-être qu'on vous réinvitera pour en parler. Juan José Dorado, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour apporter votre analyse sur la situation espagnole ces dernières années. Je rappelle que vous êtes journaliste, notamment pour le quotidien espagnol La Région et correspondant en France pour de nombreuses chaînes de télévision et de radio. Merci beaucoup. Gracias. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decommer et Marie Agassan. Présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Chérie, regarde ces jantes sur le MGZS. Magnifique. Trop voyante. Et ces sièges chauffants. Tu devrais t'asseoir. J'aime pas. Regarde la caméra 360. Super pour se garer. Ça sert à rien. Attends, regarde. C'est les Mega Days chez MG. La finition luxury au prix de la confort. Oh, j'adore ces sièges chauffants. Et cette caméra tellement pratique. Et ces jantes, elles en jettent, hein, chérie. Chérie ? Les Mega Days du 15 au 31 janvier, montez en gamme, baissez en prix. Essayez, comparez, vous choisirez MG. Days égale jour. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.